dernière et aujourd'hui on vient sur comment s'en sortir avec cette dépendance-là. Et quand on parle de dépendance affective, on pense à la relation amoureuse. Peut-être la relation du parent et de l'enfant, c'est l'amour, puisque ça parle, c'est l'amour, sauf si tu me dis le contraire. Oui, la dépendance affective, c'est le fait que notre estime de soi dépend du regard de l'autre. Et là, on le voit beaucoup plus dans la relation amoureuse. Il y a beaucoup de gens qui sont dépendants affectifs, c'est-à-dire quand l'autre ne leur dit pas que c'est bon, c'est la mort. Ah ouais, il faut l'approbation. Il faut absolument l'approbation de l'autre. Il faut constamment le rassurer, il faut constamment le féliciter, sinon il sombre. Et ça, dans l'atelier, on a aussi parlé de cette forme de dépendance-là, qui est aussi dangereuse parce qu'elle a beaucoup de conséquences. Et ceux qui sont dans cette situation pensent que c'est bon. Sans l'autre, je ne peux plus rien, je ne peux pas m'en sortir. Et c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'on peut s'en sortir si on est dépendant affectif? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Si oui, comment? Calvino, là, il y a 2 semaines, avait peur que... Il demandait d'abord la définition, parce qu'il avait peur que lui-même soit dépendant. Comment comprendre justement la dépendance affective? Comment comprendre ça? Oui, quelqu'un qui est dépendant affectif, dans une relation, il se laisse trop aller. La personne se laisse, c'est-à-dire, elle pense que sans l'autre, elle ne vaut rien. Elle n'est pas capable de prendre des décisions. Elle ne se sent pas capable de vivre sans l'autre. Elle n'est pas capable d'apprécier quelque chose si l'autre ne dit pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Oui, elle n'arrive pas à se débarrasser, à se détacher de l'autre. C'est-à-dire, dans la relation de couple, par exemple, chacun peut avoir sa vie. Donc, il y a la vie de couple et il y a aussi que moi, je suis moi et l'autre est lui. Et quelqu'un qui est dépendant affectif veut vivre comme les siamois avec l'autre. C'est-à-dire, pour peu que la personne lui échappe un peu, vous savez, c'est des problèmes. Et beaucoup de gens vivent donc comme ça, si bien que quand ils sont en couple, ils sont en train d'appeler tout le temps, tu es où, avec qui, tu fais quoi, et tu vas rentrer quand, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et on finit par exaspérer sa personne. Et puis, c'est des gens qui ont parfois une jalousie maladive. Parce qu'on a peur à tout moment que l'autre nous abandonne. C'est-à-dire, ils sont les personnes qui sont la peur d'être rejetées. Oui, la peur d'être rejetées. Ils sont très possessifs. D'autres personnes dépendantes deviennent des pervers narcissiques. C'est-à-dire, eux, ils démontrent que non, moi, je n'ai pas besoin de toi. Alors qu'en fait, c'est lui qui a besoin. C'est-à-dire, il nous montre que c'est nous qui avons besoin de lui. Lui n'a rien à perdre. Et il devient des manipulateurs. Donc, c'est pour ça que c'est une pratique qui est dangereuse. Parce que c'est dans la tête. C'est-à-dire, on a déjà enregistré quelqu'un dans notre tête. On se dit que si la personne n'est pas là, c'est fini pour nous. Donc, on fait tout pour la maintenir. Soit par des ruses, ou alors on devient tellement faible que la personne a peur. Si tu me quittes, je vais me suicider. Moindre chose, on est déjà en train de pleurer. Et ainsi de suite. Parfois, on supplie. Il y a des gens, des dépendants affectifs. Dès que l'autre se fâche ou qu'il n'est pas d'accord, il perd complètement le pédale. Il se met à demander des excuses, à se rouler au sol. Pardon. Oui. C'est des choses qu'on voit. Je ne peux pas me passer de toi, je peux tout faire. Si c'est le chèque, il va signer le chèque et ainsi de suite. C'est fort, la dépendance affective. C'est fort. Il y a des gens dans certaines familles, quelqu'un va venir, il va épouser une personne dans la famille. Il bouleverse toute la famille parce que c'est que celle-là est dépendante affective. Et les autres ont... Elle va se mettre toute la famille à dos pourvu que sa personne soit là. Et c'est comme ça qu'on réussit à entrer dans des familles riches, dans des familles où il y a les biens, auprès des personnes qui sont riches. Homme ou femme, tout le monde peut être dépendant. Bon, parce que tout ça, ça part parfois de notre enfance. C'est des carences affectives qu'on a eues quand on était enfant. C'est peut-être qu'on nous a fait trop de reproches, on ne nous a pas beaucoup apprécié.
quand on était enfant, on nous a trop insultés et ainsi de suite. Peut-être qu'on est orphelin. Quand on perd un parent, c'est les parents qui rassurent, qui donnent la confiance et tout ça. Donc quand on n'a pas un parent, on perd un parent ou tous les deux, quand on est enfant, parfois c'est compliqué. Donc si on réussit à tomber sur quelqu'un, on peut dire que le malchanceux sur qui on tombe, il va en payer les frais. Soit parce qu'on devient manipulateur, soit parce qu'on devient tellement affaibli que l'autre, on finit par le fatiguer. Parce que en amour, il faut que chacun apporte quelque chose. C'est-à-dire, si c'est une personne qui doit porter la charge du couple, à un moment donné, la personne va se fatiguer et elle va laisser tomber. Now, Catherine, my bomb was, I'm calling myself. Now, are there any societal or maybe cultural factors that aggravate emotional dependence? Des facteurs are there societal or cultural factors? Les facteurs culturels qui peuvent aggraver. Voilà. Déjà, nous, quand on part de l'enfance avec ces blessures internes, on commence donc à grandir, on entre dans la société. La société peut aggraver la situation aussi. Comment ça? Peut-être qu'on ne nous apprécie pas beaucoup. Peut-être qu'en mettant en évidence nos manquements, peut-être à travers les humiliations, parce que déjà, on grandit, on sait qu'on ne veut rien. Maintenant, on arrive peut-être en entreprise. On essaie de faire le travail. Notre travail n'est pas apprécié du tout. Si on tombe sur un patron qui est exigeant ou manipulateur aussi, le travail n'est pas apprécié. Peut-être qu'on s'est marié, le mari, il a vu notre faiblesse, il en rajoute parce qu'il veut qu'on soit son esclave. Parfois, même nos enfants peuvent être une source de problème pour nous. Il y a une dame qui m'a dit un jour que c'est son enfant, c'est son fils qui a commencé à le rendre malade. Parce que quand les enfants commencent à grandir, ils ont besoin de liberté et ils deviennent un peu manipulateurs. Donc les enfants peuvent nous culpabiliser. La dame m'a dit qu'elle était obligée de s'asseoir, de se remettre en question et de dire à son fils non. Parce qu'elle n'arrivait pas à dire à son fils non. Son fils était devenu une source de problème pour elle. Elle a commencé à consulter. Donc la société peut nous amener d'une manière ou d'une autre à être encore dans la dépendance. Par exemple, une femme peut vouloir se marier ou un homme. La belle famille commence à le rejeter. Elle est déjà affaiblie ou bien il est déjà affaibli. Quand la belle famille commence à le rejeter, c'est là où on voit que quelqu'un s'accroche. Il s'accroche sur un homme ou sur une femme. On dit tout. La personne s'est accrochée parce qu'elle voit que sans la femme là ou sans cet homme là, elle ne peut rien. Donc, ça peut aussi être, par exemple, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, c'est quand on perd un être cher dans la famille. Quand les parents sont là, parfois ils arrivent à canaliser les enfants. Une fois que l'un des parents part, ça devient compliqué. Les enfants entre eux, il y en a qui s'en sortent facilement, qui réussissent à faire le deuil et qui s'en sortent. Mais les enfants entre eux peuvent être une source de problème. C'est-à-dire certains peuvent être une source de problème pour les autres. Celui qui est peut-être plus affaibli, on peut lui donner des charges parce qu'il a besoin d'affection. Or, si tu ne laves pas les assiettes, tu ne laves pas les mamies, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas cela, on ne te regarde même pas. Donc, les problèmes qu'il y a souvent entre des enfants, quand l'un des parents part, ça peut aussi créer des dépendances affectives et très aggravées. Bon, on va prendre l'exemple, par exemple, des femmes. Hein. Moi, je sais que les femmes, quand une femme aime, elle s'y met vraiment, tout le cœur, toute son âme. Maintenant, il y a des femmes qui ont tellement aimé qu'elles sont tellement affectives, dépendantes d'un homme que l'homme est gravé dans sa tête. Même quand elle ne se sépare, elle n'arrive pas à oublier l'homme. Il est là dans sa tête, elle n'arrive pas. Ma question, c'est comment faire pour sortir quelqu'un dans la tête d'une femme, elle veut se libérer. Donc, il devient quand même une possession, comme c'est un mauvais esprit qui est en elle. Comment faire pour sortir cet homme dans sa tête? Ben, justement, c'est pour ça qu'on dit comment sortir de cette dépendance affective. La première chose qu'on doit faire, c'est accepter qu'on est dépendant affectif. C'est
ça pas le être dans plus dur. oui. Accepter. C'est le plus dur parce que quand Parce que vous quelqu'un pensez est qu'elle accroché, n'accepte pas. beaucoup de gens n'acceptent pas. Accepter, c'est déjà faire quoi? Accepter, c'est qu'on se dit qu'on voit qu'on en fait un peu trop, on dépend trop de l'autre, on est trop jaloux, oui, qu'on accepte qu'on a un problème. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de problème. Hein. Qui n'a pas de problème. Oui, si je dis qu'il n'a pas de problème, personne ne peut m'aider. Donc, nous devons d'abord accepter que nous avons un problème. Les gens peuvent nous faire la remarque que vraiment, tu ne trouves pas que tu exagères. Parce qu'il y a des femmes qui sont tellement dans la dépendance que parfois, c'est même au lieu de service de leur mari qu'elle vient faire des problèmes. Il y a une dame qui avait fait, il y a très longtemps, plus de 30 ans, son mari était directeur général d'une grosse boîte. Des femmes, des personnes qui étaient respectées. Alors, elle a appris que son mari avait une maîtresse. Elle est venue faire le scandale du siècle dans cette grosse boîte. Très grosse boîte de l'époque. Oui, parce que là où on voit, les femmes sont tellement possessives parce qu'elles ne peuvent pas se passer de cet homme. Certains sont dans les bagarres. Bagarre avec le mari, bagarre. Parfois de ce qu'elle a investi dans la vie de l'homme, de cet homme. Même si on avait investi. Il y a des hommes ici qui ont des grosses entreprises. La femme a pour elle dedans même 50%. Une femme qui n'est pas dans la dépendance affective. Oui. Même si elle investit, elle te dit reste avec ça. C'est tout. Il y a une dame, son mari était... Oui, elle lâche prise. Son mari, elle est partie de chez elle. C'était dans la maison de son père qu'ils habitaient. Elle a dit à son mari, reste dans la maison de mon père. Elle n'était pas dans la dépendance affective. Oui. Donc, même si on a investi, quand la femme décide que maintenant c'est bon, elle est prête à tout et à recommencer. Et il faut voir, quand elle recommence, elle réussit. Mais celles qui sont dans la dépendance affective, elles ne le font pas. On a beau dire que, quel que soit ce qu'on dit à quelqu'un, il dit que non, c'est mon mari. Une fois, j'avais assisté à une bagarre, une femme a accepté que la fille qu'il avait chez elle, je crois que la fille là, elle faisait le ménage. Elle est venue, elle a fait l'enfant avec son mari. Mais elle était tellement dans la dépendance affective qu'elle a tout accepté. Et elle a commencé à surveiller la fille là de près. Donne-moi ton téléphone, fais. Parce qu'elle ne pouvait pas se passer de son mari. Elle acceptait tout. Tout. Et c'est comme ça qu'elle était dans la guerre, dans la bagarre. J'ai accepté telle chose, j'ai accepté telle autre, Même comme ça, le mari est toujours en train de partir. Elle aussi, elle ne lâche pas. Mais elle ne comprend pas qu'elle est dans la dépendance affective parce qu'elle n'arrive pas à prendre du recul. Maintenant, quand on accepte, on est déjà ok, que voilà, je suis dans la dépendance affective. J'ai l'impression que si la personne me quitte, je vais mourir et ainsi de suite. C'est ça. Il faut accepter de l'aide. Parce que quelqu'un peut même savoir ça. Après, il se dit que je suis confortable là-dedans. De toute façon, il n'accepte pas. Je ne vais pas avouer devant les gens. Accepte de l'aide. Écoutez les conseils. Maintenant, il faut aller chercher les raisons qui nous ont poussés à être dans la dépendance affective. C'est quoi notre problème? Pourquoi nous sommes dans la dépendance? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous faire confiance? Oui. Pourquoi? Parce que la dépendance affective, c'est qu'on ne se fait pas confiance. On a perdu l'estime de soi. Pourquoi nous avons perdu cette estime de soi? Anyway, it brings me to this question, because I think most of the time we fall victims to emotional dependence because of lack of self-love, like you just said, self-love and self-care. So what are some of those strategies where we can cultivate, that can help us cultivate that self-love and self-care as part of the healing process, like you're getting yourself out of that emotional dependence? Des stratégies justement pour lutter contre le manque d'amour, le manque d'amour, l'amour de soi, et le manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi et voilà, quels sont les... Quand on prend conscience, donc on va chercher les raisons pour lesquelles nous manquons. Oui, cette estime de nous-mêmes. C'est important, chacun se connaît. C'est-à-dire, je peux pleurer devant les gens et tout. Mais après, je sais que il m'a manqué quelque chose, oui. J'ai peut-être eu, je dis n'importe quoi, j'ai peut-être été violée dans mon enfance et ça me bloque. Chaque fois que je me retrouve devant les gens, je me dis que je ne vaux rien. La manière dont on m'a bloqué, violée, c'est ça qui est parti. Voilà. Donc c'est ça qu'on doit attaquer.
parfois, c'est tellement confus dans notre tête. Ce que j'ai l'habitude de faire aux gens que j'accompagne en général, quelqu'un me raconte plusieurs histoires. Au départ, il faut écouter parce que les gens ont envie de se vider. Mais maintenant, je dis, il faut ressortir 5 choses par écrit. Comme ça, on sait au moins ce qu'on soigne. On identifie. On identifie le problème. On sait que le problème, c'est quoi? C'est que j'ai été violée. Après, mes parents n'ont pas pris compte de ça. Après, quand je partais à l'école, on se moquait de moi. Après, je n'arrivais pas à étudier. On a dit que je suis bête et tout ça. N'importe quoi, hein, c'est 5 choses. Donc, c'est sur ces 5 choses-là qu'on va commencer à travailler. Il faut enlever ça. Je dis qu'il faut remplacer, souvent qu'il faut remplacer les cases vides. Il faut remplir les cases vides. Remplacer les idées négatives par les idées positives. Maintenant, quand on a identifié ces choses-là, pourquoi est-ce que ça me fait mal particulièrement? Parce que parfois, on est tellement mal, on se met à pleurer. Pourquoi? On ne sait même pas pour savoir pourquoi on pleure. Il faut se demander pourquoi ça me fait mal. Pourquoi quand je pense à mon viol, ça me fait mal particulièrement? Peut-être parce que j'ai honte. Voilà, tout ça là, au fur et à mesure qu'on trouve des problèmes, les solutions à notre problème, ça part, hein? Ça sort. Donc, on a déjà identifié tout ça. Maintenant, quand on finit, on regarde nos points faibles et nos points forts. Mon point faible, c'est quoi? Maintenant, si je découvre que mon point faible, c'est peut-être que je suis bloqué, je n'arrive pas à sortir ça de ma tête. Ok, il faut que je travaille. Mon point fort, c'est quoi? C'est que, bon, au-delà de tout, j'ai fait de belles études. Voilà! Même si j'ai été violée, j'ai fait de belles études. En fait, c'est la personne qui m'a violée qui a un problème. Moi, j'ai fait de belles études. Je peux... Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme... Ça, c'est un exemple. Pas forcément. C'est un exemple. Il y en a qui ont été violés, mais ils n'ont pas fait de bonnes études. Mais le travail peut aider quand même une personne à sortir de la dépendance affective. Ça peut aider, comme ça peut ne pas aider. C'est ça. Parce que la personne peut aller au travail et puis elle pense que le travail qu'elle fait là ne vaut rien. Donc, je dis que si on a déjà découvert, on a déjà listé les causes qui nous amènent à être dépendants. Maintenant, on connaît nos points faibles. Et là, on va aussi connaître nos points forts. On va commencer à travailler là-dessus. Parce que ce n'est pas le hasard. Maintenant, si mon point faible, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être que j'ai honte, je n'arrive pas, je suis bloqué, je n'arrive pas à me détacher. Mon point fort, c'est quoi? Par exemple, que j'ai fait de bonnes études, je m'accroche là-dessus. Moi, j'arrive à aider mes malades parce que je m'accroche sur ce qu'ils ont de bon. On ne peut pas évoluer en regardant seulement ce qui est négatif. Voilà. Mais on évolue en regardant ce qui est positif. Oui. Donc, parmi mes points forts, c'est que j'ai fait de bonnes études. Ok, comme j'ai fait de bonnes études, ça veut dire que je ne suis pas aussi bête. Des gens qui m'ont violé, c'est qui? C'est des voyous, c'est eux qui ont un problème, pas moi. C'est clair. Oui. Donc, On renverse la situation. Voilà, on renverse la situation. Ils m'ont pris, j'étais en position de faiblesse. Aujourd'hui, où je suis une personne mature et tout ça, je ne peux plus me laisser faire. Et puis, on commence à dire que oui, si je n'étais pas... j'ai fait de bonnes études, j'ai trouvé du travail. Mais ça veut dire que j'ai de la valeur. Si je n'avais pas de la valeur, STV ne devait pas me recruter. Maintenant, comme STV m'a recruté, je fais des émissions qui sont appréciées. Si je fais des émissions qui sont appréciées, ça veut dire que je suis quand même une personne importante. Donc parfois, quand on est dans le négatif, on a fait de bonnes études, c'est rien. On a été recruté. On fait des émissions qui sont appréciées. Non, on va plutôt chercher à être comme Mambombo. Comme je n'ai pas sa coiffure, je n'ai pas ses bijoux, je n'ai pas... Donc, conclusion, ne fait rien. Maintenant, il y a quelque chose qui peut aussi aider beaucoup. On admire l'autre. Pourquoi est-ce qu'on admire l'autre? Est-ce qu'on ne peut pas devenir ce que l'autre vient pour qu'on l'admire? Exactement. L'autre a la joie de vivre. Il aime sourire. Pourquoi nous on ne sourit pas? Il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'il allait payer quelqu'un qui lui apprend à sourire et que quand il dort la nuit, c'est une histoire vraie, hein? Quand il dort la nuit, il s'en va dormir, il se rappelle qu'il n'a pas souri. Il est obligé de se lever et d'aller devant le miroir pour sourire.
moi j'ai le sourire facile depuis l'enfance. Seriously, I'm telling you. Si quelqu'un veut apprendre à sourire, il m'admire parce que je souris. Il doit sourire. Donc, quand le sourire nous fait quoi? Ça nous donne l'impression qu'on n'a pas de problème. Yes, that's true. Oui. Mais quand on est là toujours triste, Mireille Grace, comment tu vas? C'est dur. Tu vois Mireille demain, non, c'est encore très plus dur hier. Tu la vois plus qu'hier, tu la vois encore dans une semaine. Cette fois-ci, alors c'est la mort. Il n'y a rien dans ta vie qui peut te rendre heureux. Il y a les moments difficiles et des moments de joie. De joie. Oui. J'ai fait des ateliers et tout ça. Je suis contente parce que les gens m'ont dit féliciter et tout. Voilà, je suis contente. Même si hier j'ai eu de très graves problèmes, c'est passé. Aujourd'hui, je suis contente. Il y a une chanson de Manu Bango que j'aime beaucoup. Je l'écoutais parce que j'avais eu des moments de dépression ici. Et il dit que si tu es malheureux aujourd'hui, souviens-toi qu'un autre jour, tu seras heureux. Yeah. Et j'aimais toujours ça. Et il y a aussi la chanson de Dédi et Yango. Que chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis. Ces deux chansons-là m'ont beaucoup marqué. Oui. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a les soucis, tout le monde a des problèmes. Si on regarde les gens qui sortent le matin, c'est pas qu'ils ne sortent pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Le matin, il y a plein de gens, il y a des embouteillages et tout. Les gens là, ils sortent pas parce qu'ils sont très heureux. Chacun a son problème dans son cœur, mais ils sortent quand même. Donc, devenons ce que nous admirons chez l'autre. L'autre est peut-être quoi? Il est courageux. Pourquoi on ne va pas essayer d'avoir le courage? Malgré l'adversité, il est là, il ne lâche pas. Donc, pourquoi on ne fait pas comme lui? Maintenant aussi, il y a des choses qui nous bloquent. La rancune. J'ai eu des problèmes il y a 20 ans. Je me suis bloquée. Comme j'ai eu ce problème-là, le monde entier doit s'arrêter. Maintenant, si je réussis à avoir une personne avec qui je m'entends, je pourris la vie à cette personne parce que tel est méchant, tel autre est méchant, tel est le Cameroun est méchant, le président est méchant, les religions sont mauvaises. Tout, on voit, parce qu'on a eu des problèmes il y a peut-être 20 ans. On s'arrête là-dessus. Le monde doit s'arrêter. On doit apprendre à pardonner. Le pardon est dur. C'est vrai. Mais une fois qu'on réussit à pardonner, le faire, oui, on traverse. On sort, on devient nous-mêmes. Parce que là, on est en train de vider notre tête de tout ce qui nous bloque. Maintenant, je dis par exemple que moi, j'ai eu des problèmes dans mon mariage. J'ai divorcé. Après, la vie continue. Le divorce là aurait pu m'amener à être dans la dépendance affective que comme j'ai eu des problèmes là, le monde entier doit s'arrêter. C'est-à-dire, tout le monde doit savoir que les hommes sont méchants, que mon mari était méchant, on se bloque donc là, et puis nous, on a pourri notre vie. Quand on réussit donc à avoir un malchanceux, on veut le dresser que non, je ne veux même pas avoir de problème parce que tu sais, il y a 20 ans, j'ai eu tel problème avec mon mari. Moins de choses, on se repère aux 20 ans là. Non, vidons-nous, remettons-nous en question, vivons, faisons-nous accompagner, demandons-nous comment on peut faire pour être heureux. Voilà. Comment on peut faire pour être nous-mêmes. Quelles sont les qualités que nous avons? Qu'est-ce que les gens apprécient chez nous? Ressortons notre potentiel. Quand on sort notre potentiel, donc maintenant, on est nous-mêmes, on est équilibré. Parce que pour entrer dans une relation, il faut être équilibré. Si on n'est pas équilibré, on va déranger l'autre. Donc une relation qui est réussie, c'est une relation de quelqu'un qui est équilibré. Donc quand on va arriver dans cette relation, on va comprendre que si c'est on est avec un homme, l'homme là doit aller jouer au football, c'est normal. Il doit aller au travail. Il doit sourire avec sa mère parce que les gens qui sont dépendants affectifs, c'est qu'ils ne veulent pas. Quand la belle-mère arrive, tu es fâché. Le beau-frère arrive, tu es fâché. Le mari doit seulement être avec toi. Il ne doit même pas aller jouer au football. Il ne peut même pas aller au restaurant. Il ne peut même pas voyager. Il ne peut pas... Il ne peut rien faire. Oui, autant ta vie, voilà, ta vie dépend de lui. Ta vie doit dépendre... Non, il faut laisser l'autre s'épanouir. Je connais, like, I know of a certain couple. When I say couple, they are not married legally. That they have been cohabiting for a very long time, and they have a child together. So apparently, I think these two, the man and the woman, one of them used to live out of
out of the town, and now they are living together again. Like usually comes to Douala once in a while too. And I don't know what happened, but according to the lady, he cheated on her. Il allait accoucher les enfants avec d'autres femmes. Maintenant, the thing is, when you look at their relationship, she does not want the relationship anymore, but she's not ready to leave the house. Donc elle ne veut plus sortir de la maison. Elle ne veut pas la relation avec le monsieur, mais elle ne veut pas aussi sortir de cette maison. Tout ce qu'elle dit, je vais lui traiter like I'm going to show him. So if you have somebody with such a notion, like such, you know, I don't know what kind of word to actually use, because the question I asked her is, okay, if you think that maybe the love you usually used to have for this man, it's no longer there, so what's keeping you there? What's keeping you in that relationship? Bonne question. Malheureusement, beaucoup de gens vivent dans ce genre de relations. Ils ne se séparent pas, mais ils n'ont plus rien à voir ensemble. On va voir quelqu'un qui est en train de, quand ils ont des enfants, votre père est méchant, matin, midi, soir, mais elle est toujours. Et quand il voit les amis, mon mari est méchant. Il va dans la famille, mon mari est méchant. Dans la belle famille, le mari est méchant. Toujours en train d'accuser, mais ils sont toujours là. Maintenant, on a aussi les hommes. Il va voir toutes sortes de femmes parce que sa femme est méchante, mais elle ne sort pas de là. Non seulement ils se pourrissent la vie, ils pourrissent la vie des autres. Ils ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes. Et ça, après, ça devient... On pense qu'ils se détestent, alors qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Chacun dépend de l'autre. Mais ils ne sont même pas capables de comprendre qu'ils dépendent de l'autre. Et ils sont toujours en train de se plaindre. Et puis, il va penser que je vais lui faire. Finalement, il ne lui fait jamais. Ils vont rester là comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans les problèmes, jusqu'à ce que l'un meurt, il les laisse. On doit apprendre aussi à affronter les situations difficiles et à les résoudre. Le bonheur, c'est aussi ça. Le bonheur, c'est aussi qu'on détecte les problèmes et qu'on les résolve. Maintenant, le mari est allé faire des enfants avec une autre femme. J'ai le choix. Ou je lui pardonne, on recommence notre vie à zéro. Ou je lui pardonne, parce que je fiche le camp. Tout simplement. Tout simplement. Même dans la Bible, on dit que le seul motif de divorce que Dieu accepte, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Maintenant, si quelqu'un a commis l'adultère, j'ai décidé de rester là. J'assume. Ouais, voilà. Oui, j'assume. Si je décide que ça ne me dérange pas, moi je pars. On a le choix. Or, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire la part des choses. On reste, parce que quand on écoute parfois les problèmes des gens, on se dit mince, mais pourquoi ils fatiguent? Ils ont pourtant la solution devant eux, mais ils la refusent. La rancœur, ça ne sert à rien. C'est vrai. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, les femmes ont pris des décisions importantes. Après, elles se sont rendues compte qu'elles ont même perdu trop de temps. Voilà. Rester 20 ans comme ça avec quelqu'un où tu n'as pas de vie, c'est incroyable. Et après 20 ans, si tu avais 20 ans quand vous étiez ensemble, 20 ans après tu as 40 ans, hein? Le temps passe, la vie est en train d'évoluer. C'est vrai. Prenons l'habitude de résoudre les problèmes, on évolue. Parce qu'à un moment donné, on est vieux et on passe très peu de temps sur la terre. Mais si on passe le plus clair de notre temps à chercher des problèmes, à ruminer, à ressasser et tout ça là, on va le vivre à quel moment? C'est ça. Quand on a l'occasion d'être heureux, profitons-en. C'est clair. Voilà. On va prendre le vox pop de la dépendance affective. Comment en sortir? Thierry Onde est descendu dans les rues de Yaoundé pour en savoir davantage avec l'homme dans la rue. On revient après ce vox pop. Selon moi, pour s'en sortir d'une dépendance affective, je prends l'exemple des parents. Si c'est les parents, je pense que c'est le temps qui permet de guérir certaines blessures, d'oublier ou bien de mieux gérer. Oui, je pense que avec les parents, c'est un peu ça. Mais pour une femme, je pense que c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, puis ça dépend du cas et c'est la personne avec qui vous êtes condamné à vivre toute la vie. Parce qu'avec les parents, quel que soit le cas, on est sûr qu'à un moment donné, on devait tous se détacher. Oui, pour la femme, c'est un peu difficile. Donc, difficile de gérer quand ça concerne le côté femme,
si vous avez mis plus de cœur. Oui, si c'est un parent, je dis que le temps permet de comprendre qu'à un moment donné, le parent devait toujours partir à un moment donné. Mais ça demande juste le temps pour guérir certaines blessures. Pour m'en sortir face à une dépendance affective, je fais recours au Seigneur mon Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est pas facile ces choses-là, mais en vérité, j'ai déjà été victime de ce genre de situation, mais je me confie une fois à la prière. Ouais. Avec la prière m'a amené à m'en sortir de beaucoup de dépendance. Ouais. Pas seulement affective, oui, mais de beaucoup de dépendance. Oui. Alors j'ai confié beaucoup de situations à Dieu, même des dépendances affectives, cela m'est arrivé. Mais j'ai confié cela à Dieu et puis j'ai eu un résultat très positif. Par rapport à la dépendance affective, moi j'ai eu plusieurs cas sous la main. Par exemple, la perte de ma maman dernièrement. Pour pouvoir m'en sortir, j'ai juste fait confiance au bon Dieu. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Et par rapport peut-être aux enfants qu'on a à la maison, le tout, c'est, j'aurais dit de ne pas mettre le cœur sur les enfants, parce que les enfants qu'on a de nos jours ne sont pas comme ceux d'hier. Donc du coup, quand on met le cœur, on s'attend à des choses un peu bizarres. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas de mettre trop le cœur sur les enfants. Bon, il faut tout d'abord considérer que personne ne te doit rien. On venait sur terre seul et on s'en ira tout seul. Une fois que tu as cette idée-là en tête, tu sais que si telle personne décide de moins m'aimer ou de ne plus m'aimer du jour au lendemain, cela ne devrait pas tant que ça m'affecter, vu que cette personne ne me doit rien au préalable. Alors ça, c'est mon point de vue. Voilà, Cathy. C'est varié, hein, les réponses. Oui. Si on donne la parole à 100 personnes, on va encore en entendre plus que ça. J'ai suivi que beaucoup de gens ont parlé de Dieu. C'est vrai que l'aide spirituelle est très négligée. Quand les gens parlent de Dieu, on pense que c'est des gens qui sont perdus. Ils sont perdus, oui. On pense qu'on n'a pas de substance. Mais ceux qui connaissent Dieu, ceux qui lisent la Bible, ils savent que Dieu nous dit de nous approcher de lui. Et que quand on prie, la prière, c'est l'arme la plus puissante qu'aucune âme humaine ne peut égaler. Ne négligeons pas la prière. La prière peut nous guider à beaucoup de choses. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépendant affectif, à travers la prière, ce que ceux-là ont dit, c'est vrai. Dieu peut leur donner la force, Dieu peut leur ouvrir les yeux, Dieu peut leur donner la sagesse pour qu'ils puissent s'en sortir. Il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'il faut penser qu'on est venu seul sur la terre. Oui, c'est vrai, il faut le penser. Sa philosophie à lui. Oui, mais je pense qu'il faut savoir se construire. Il faut savoir construire son mental. Et ça nous permet d'être équilibrés. Je disais tout à l'heure que les meilleures relations, c'est des relations de personnes équilibrées. Quand deux personnes équilibrées se rencontrent, il y a de fortes chances qu'elles s'entendent parce qu'elles vont communiquer librement. Chacun sait qu'il a sa vie, il laisse l'autre s'épanouir. Et quand il se réduit, il se retrouve, c'est pour construire quelque chose de bon. Donc, essayons de nous construire mentalement. Essayons d'avoir la maturité affective avant d'aller dans une relation. Beaucoup de gens qui sont séparés, qui ont divorcé, sont orphelins et autres, ne font pas des efforts personnels. Ils pensent plutôt que l'autre va venir combler les besoins. C'est pour ça que beaucoup de couples ne réussissent pas, parce que chacun pense à ce qu'il va aller prendre chez l'autre. Chacun pense que l'autre va lui apporter. Il va m'apporter quoi? Il m'a donné quoi? J'ai gagné quoi? On ne parle qu'en termes de profit. Mais si chacun de nous pense à ce qu'il va apporter à l'autre, c'est bien. Si chacun de nous essaie de se construire de manière qu'il puisse non seulement se rendre heureux lui-même, mais aussi rendre l'autre heureux, vous allez voir que les mariages réussissent. Essayez de voir des couples qui sont équilibrés, des couples qui s'entendent. Demandez-leur comment ils ont fait pour arriver à ce stade. Et arrêtons de penser que quand il y a un problème, ça veut dire que c'est fini pour nous. Des problèmes sont des occasions sont comme des miroirs pour nous.
Ça nous donne des occasions de voir qui nous sommes et comment nous devons nous améliorer. Qu'est-ce que nous devons arranger dans notre vie. Donc, la dépendance affective, on peut s'en sortir en acceptant déjà qu'on est dépendant, en acceptant des conseils, en faisant des efforts, en investissant. Je dis toujours ça, qu'on devons investir sur nous-mêmes. Essayons d'être équilibrés. Essayons de construire notre mental. Essayons de construire une vie et en sachant que ce qu'on doit apporter à l'autre. Même la Bible dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais. Et est-ce qu'une personne qui est en dépendance affective et qui refuse d'accepter sa situation, est-ce qu'elle peut attraper des maladies comme l'AVC? Bien sûr, parce qu'à un moment donné, la dépendance affective mène à tout. Parce que si l'autre ne nous apporte pas ce qu'on attend, ça peut mener même au crime. Et les gens, ils se sentent tellement mal à l'aise que ça amène à la consommation peut-être d'alcool, la consommation de stupéfiants. Quelqu'un peut être addict au jeu aussi parce que le seul moment où il se sent à l'aise, c'est qu'il est allé gratter et après il a gagné ou bien il a espoir qu'il va gagner. Donc on peut être boulimique. Le fait de ne pas vouloir, de ne pas combler nos besoins affectifs, on peut s'attacher à la nourriture. Chaque fois qu'on sent qu'il y a un manque là, on mange une bonne nourriture, la nourriture nous apaise. Donc, la dépendance affective, à un niveau, ça devient comme une maladie. C'est pour ça qu'on doit consulter. Now, I want to ask, like, when should maybe someone that is going through emotional dependence seek for professional help? What are some of those therapies or interventions that are needed? Alors, ton anglais là? Non, professional help. Professional help, like, at what point, dans le boulot, c'est ça? Yes. At what point in time? À quel moment? Do we seek professional help? Or therapies, professional helps to get out of emotional dependence. And what kind of therapies do we need? Nous avons besoin. Alors, je n'ai pas bien suivi. À quel moment nous avons besoin de la thérapie? Professional help. À quel besoin de l'aide professionnelle? Oui. Quand on voit qu'on n'arrive plus à être lucide, on n'arrive plus à faire la part des choses. Je pensais que parlait sur le plan professionnel parce qu'il y a des gens qui sont addicts au travail aussi. Quand les gens sont addicts au travail, pourquoi? Surtout ça arrive plus aux hommes parce que le travail les valorise. Et quand ils ne se sentent plus en confiance, c'est le travail qui les valorise, qui leur permet de comprendre qu'ils valent quelque chose. Donc, ils deviennent accro au travail. Maintenant, on consulte à quel moment, quand nous sentons que nous perdons des pédales. On n'est plus réaliste. On ne contrôle plus. On ne se contrôle plus. Quand on ne se contrôle plus, et puis on se sent vidé, parce qu'à un moment donné de la dépression, on sent qu'on est vide. C'est-à-dire, je peux m'asseoir ici et j'ai l'impression que je ne sens plus mes pieds. J'ai l'impression que c'est vide dans ma tête. J'ai l'impression que... Bon, ça arrive à... Les gens qui sont dans la dépression, quelqu'un te dit qu'il se sent vidé. Donc, et effectivement, de l'intérieur, on est vidé. Et quand on est vidé de l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remplacer les cases vides. Donc là, il faut aller consulter un professionnel qui va nous remettre dans la tête tout ce qu'on pense que c'est sorti. Nous pensons qu'on ne vaut rien. Nous pensons que notre travail, on ne le fait pas bien et ainsi de suite. Le professionnel va nous apprendre à affronter, à nous montrer qui nous sommes réellement. Et il va nous aider à être équilibrés. Et ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'en sortir. Quand on sort de la jeunesse, on est fragile. Quand on se marie jeune, le risque qu'on court si on n'est pas équilibré, c'est qu'on tombe dans la dépendance. Comme ça, quand le mari va au travail, on se demande pourquoi il va au travail, pourquoi il nous laisse, pourquoi il va faire ceci, pourquoi il va jouer au football, alors que nous sommes là. Mais sachons aussi que tout ça, ce n'est pas mauvais. Donc, nous devons éduquer les gens et leur montrer que celui qu'on a épousé, qui va travailler, qui va rendre visite à sa famille, qui va jouer au football ou bien qui regarde ses émissions à la télé, n'est pas méchant. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour qu'on se retrouve ensemble et un temps pour qu'on fasse autre chose, tout simplement.
Ah là là, Cathy, on conclut sur cette dépendance affective aujourd'hui, sur comment s'en sortir. C'est vrai que tous les éléments ont été donnés. Bah, je sais pas, les gens n'ont pas participé, curieusement, mais bon, c'est pas grave. Je crois que vous vous êtes quand même donné pour pouvoir écouter ce que la psychologue, voilà, spécialiste de la santé mentale, en santé mentale, nous a dit tout à l'heure, Catherine Etondé. Que dire pour sortir de cette émission sur cette thématique qui nous interpelle tous, d'ailleurs? J'avais lu quelque chose, toujours dans mes périodes de dépression, parce que je cherchais les efforts pour en sortir. Quand on est dans la dépression, on boit du noir. J'ai lu quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Quelqu'un avait écrit que nous sommes tous ignorants, mais seulement nous n'ignorons pas les mêmes choses. Quelqu'un qui est dans la dépendance affective, dans cette dépression-là, pense que c'est lui qui ignore tout, c'est lui qui ne vaut rien. Non, il faut savoir que les autres sont dans la même situation que nous, mais ils savent aussi reconnaître leurs valeurs. Il y a des choses qu'ils ignorent. Moi, par exemple, ceux qui me connaissent savent que le téléphone là, et tout ça là, et tout ce qui est électronique, je ne vaux rien du tout. Mon fils me dit souvent que maman, ta part là est grave. Mais si tu viens me suivre dans la santé mentale, tu vas voir que j'ai du répondant. Donc ce n'est pas parce que je ne maîtrise pas tout ce qui est électronique, les téléphones et autres, que je ne vaux rien. L'autre aussi, quand on parle de la santé mentale, il y a des gens qui s'asseyent, ils m'écoutent, parce que ça c'est mon point fort. Donc chacun de nous a son point fort et son point faible. Nous ne devons pas, nous avons tendance à nous accrocher sur ce que nous n'avons pas. Oui. Et ce que nous avons, ce qui nous est acquis, on l'ignore. On ne le prend pas au sérieux. Donc, sachant que chacun de nous a de la valeur et de l'importance quelque part. Donc, juste pour sortir, est-ce que dépendance affective est synonyme de dépression? Ça conduit à la dépression, puisque nos besoins ne sont pas comblés. D'accord. Ça conduit à la dépression, à AVC, aux problèmes, à beaucoup de problèmes. D'accord. Ça peut même amener, vous voyez parfois des crimes passionnels, c'est que il y a quelqu'un qui a tué une personne, je crois, à Yaoundé ou à Obala, tout simplement à cause des soupçons. Oui, il n'a pas pu supporter. L'autre a découpé sa femme parce que à cause de cette dépendance affective, à cause des soupçons. D'accord. Donc ça peut mener à beaucoup de choses. Et même au changement de sexe, changement de vie. Voilà. La plupart qui deviennent de statut, quelqu'un devient homosexuel à cause de dépendance. Justement, les gens qui ont trouvé que des personnes de l'autre sexe sont très violents, donc ils repartent vers les personnes du même sexe. Quand on parle, les homosexuels on discute avec les homosexuels, ils nous expliquent leur vie. Ça part toujours d'une dépendance affective. Ça part de quelque chose. Ça part de quelque chose. En tout cas, merci Catherine Etondé de nous avoir encore éclairé ce matin. C'était super intéressant, comme d'habitude, avec un sujet qui touche plus d'un. C'est un sérieux problème que nous devons prendre à cœur. C'est très large, très vaste ce sujet. On peut aller jusqu'à... Bon, bref. Nous retrouvons Cathy sur les réseaux sociaux Santé, Action et Éducation. Action, Santé, Éducation, justement, qu'on retrouve Cathy Etondé là-dessus. Et puis, elle est psychologue et spécialiste en santé mentale. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouvera lundi prochain encore. Bonne récupération, parce que je sais que ce n'est pas encore passé. Oui, c'est fatigué. 3 semaines de travail intense entre toi là. Voilà, c'est ça. Évident. C'est aussi beaucoup d'argent en même temps. Cathy, see you tomorrow. Hein? See you tomorrow. Ok, on se voit donc demain, on se retrouve demain à la même heure avec la même équipe, toujours avec le Hemley, comme on dit. Dieu vous bénisse, restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.